Alberto Moravia, L'ennui. Deuxième chapitre. Dans le même immeuble où j'habitais, via Margutta, dans le corridor du rez-de-chaussée, 3 portes plus loin que la mienne, un vieux peintre qui s'appelait Balestieri avait son atelier. Je le rencontrais souvent. J'avais échangé quelques mots avec lui, mais je ne le fréquentais pas. Comme tous les hommes obsédés par les femmes, Balestieri était d'une extrême et presque insultante froideur avec les personnes de son sexe, quelles que fussent leurs conditions et leur âge, voyant évidemment en eux des rivaux possibles. Balestieri était un petit homme, aux épaules très larges et aux très grands pieds, 2 défauts qu'il ne se souciait guère de cacher et qu'il exagérait même en portant d'énormes vestons de sport à grands carreaux et en se chaussant de souliers démodés, vernis et pointus. La figure de Balestieri tenait beaucoup du masque de carnaval ou du satyre pompéien. Cheveux d'un blanc d'argent, visage d'un rouge vif, sourcils noirs comme du charbon, nez proéminent, grande bouche, menton pointu. L'expression de cette figure était un peu alanguie, avec toutefois un fond d'inquiétude. De Balestieri, j'avais entendu dire, par quelques vieux peintres qu'il connaissait bien, qu'il était un érotomane et qu'il s'était mis à peindre dans sa jeunesse uniquement pour attirer, sous prétexte de peinture, des femmes dans son atelier. Par la suite lui était restée l'habitude de la peinture, qui signifiait surtout pour lui des femmes nues. Balestieri, qui était à son aise, ne vivait pas de son travail, n'exposait jamais, et peignait en quelque sorte pour lui-même. Ses amis prétendaient qu'il était si attaché à ses toiles que, les rares fois où il se décidait à faire cadeau de l'une d'elles, il en faisait une copie qu'il donnait au lieu de l'original. Quant à la qualité, tous étaient d'accord pour déclarer qu'il s'agissait de très mauvaises peintures. 1 ou 2 fois, pris de curiosité, j'avais, de la cour, tenté de jeter un coup d'œil sur les œuvres de Balestieri, à travers les vitres de sa verrière, et j'avais entrevu quelques grandes toiles à fond sombre sur lesquelles on distinguait malaisément d'énormes nus féminins aux formes excessives et aux attitudes peu naturelles. L'atelier de Balestieri recevait constamment la visite de nombreuses femmes. À travers ma baie vitrée, je pouvais les voir traverser la cour et disparaître par la porte qui donnait dans le corridor au rez-de-chaussée. Je savais qu'elles allaient chez Balestieri, puisque dans les 2 autres ateliers habitaient 2 peintres qui vivaient en famille et d'ailleurs ne se servaient pas de modèles, se livrant à la peinture abstraite. Ces femmes de Balestieri témoignaient d'un goût très éclectique. Jeunes et mûres, dames ou femmes du peuple, jeunes filles et femmes mariées, blondes et brunes, maigres et grasses, petites et grandes. On voyait que Balestieri, comme tous les donjons peu raffinés, n'y regardait pas de très près et était un collectionneur d'aventures qui visait plus à la quantité qu'à la qualité. Il était très rare que Balestieri eût une liaison, c'est-à-dire des rapports durables avec une seule femme. Et, quand il en avait une, il n'en interrompait pas pour autant ses autres aventures moins importantes. Durant les premières années que j'habitais via Margutta, la personne et la vie de Balestieri avaient excité ma curiosité, au point que je l'avais un peu espionné. J'en étais même arrivé à dresser une statistique des femmes qui venaient chez lui. Jusqu'à 5 femmes différentes par mois, ce qui faisait une femme nouvelle tous les 6 jours, avec une fréquence d'environ 2 visites par jour. Lorsque je le vis pour la première fois, Balestieri avait 55 ans. Au temps où se déroulèrent les événements que je raconte, il en avait 65. Pourtant, durant ces 10 années, je n'avais observé aucun changement dans ses habitudes. Il voyait toujours, plus ou moins, le même nombre de femmes, comme si le temps pour lui ne passait pas. Ou plutôt si, il y eut un changement, mais il se manifesta non par une diminution des visites féminines, ainsi qu'on aurait pu s'y attendre, mais par une augmentation. L'érotisme de Balestieri
que je comparais souvent à un volcan en activité tranquille mais continue, connut en effet vers sa 63e année une phase de paroxysme. Les femmes, qui défilaient dans la cour et allaient frapper à la porte du vieux peintre, me parurent plus nombreuses. En outre, je m'aperçus qu'il s'agissait presque toujours désormais de filles très jeunes, comme tous les vicieux Balestrieri avec l'âge incliné vers les adolescentes. J'ai parlé à propos de son érotisme d'une phase de paroxysme. Il serait plus exact, peut-être, de parler d'une monomanie, probablement inconsciente, pour un seul type de femme, à l'exclusion de tous les autres. En somme, Balestrieri, sans s'en rendre compte, cessait à cette époque d'être le Don Juan collectionneur qu'il avait été jusque-là, et, pour la première fois, se consacrait, ou voulait se consacrer, à une seule femme. Ces nombreuses filles, toutes plus ou moins du même âge, n'étaient que les ébauches plus ou moins réussies d'un type qui allait insensiblement en se précisant. Esquisse d'une figure idéale qui, un jour ou l'autre, s'incarnerait. Et en effet, tout d'un coup, le flot des adolescentes vers l'atelier de Balestrieri cessa pour laisser place à une seule visiteuse, dont elles avaient évidemment préparé l'apparition et qui les résumait toutes. J'eus l'occasion de l'observer avec une certaine attention pour la bonne raison que je m'aperçus très vite qu'elle-même m'observait. Toujours vêtue en petite danseuse, suivant la mode du moment, avec une légère chemisette bouffante et une jupe ample et courte, que paraissait soutenir une crinoline, elle éveillait l'idée d'une fleur renversée, à la corolle déversée et oscillante, qui se serait promenée en marchant sur ses pistils. Elle avait un visage rond, de petite fille, mais d'une petite fille grandie trop vite et initiée trop tôt aux expériences féminines. Elle était pâle, avec sous les pommettes une ombre légère qui faisait paraître ses joues hâves, et tout autour du visage une épaisse chevelure brune et crêpelée. Sa petite bouche, de forme et d'expression enfantine, faisait penser à un bouton de fleur, précocement apparu sur la branche, sans s'ouvrir. Mais elle était marquée au coin de 2 rides minces qui me frappèrent particulièrement, à cause du sentiment d'aridité intense qui en émanait. Enfin, ce qu'elle avait de plus beau, ses yeux, grands et sombres, eux aussi de forme enfantine sous un front un peu bombé, avaient un regard sans innocence, indéfinissablement distant, fuyant et incertain. Contrairement aux autres femmes de Balestrieri, qui filaient tout droit et la tête baissée vers l'atelier du vieux peintre, celle-ci traversait la cour avec une lenteur qui paraissait étudiée, comme si elle se laissait traîner par le mouvement paresseux et réfléchi de ses hanches. Elle semblait, non pas se rendre à contre-cœur chez Balestrieri, mais chercher en même temps, tout en y allant, quelque autre chose qu'elle-même n'aurait su définir. Presque toujours, donc, en traversant la cour, elle levait les yeux vers mon atelier, et si, comme cela arrivait souvent, car j'installais mon chevalet près de la fenêtre, j'étais visible derrière les vitres, immanquablement, elle accompagnait son regard d'un sourire. Pendant quelque temps, je ne sus que penser de ce sourire si léger qu'on pouvait douter qu'il fût intentionnel. Mais, par la suite, dès qu'il m'advint de la rencontrer plus souvent dans le corridor, je dus me convaincre que ce sourire était bien pour moi et qu'elle y ajoutait un sens très précis. Cette muette invitation m'inspirait un obscur sentiment d'aversion que je m'efforçais d'expliquer. Avant tout, je ne suis pas porté aux aventures, surtout comme c'était le cas, lorsque l'aventure m'est pour ainsi dire suggérée et presque imposée par une femme. Je dirais même que l'insistance de ce sourire m'inspirait presque l'envie taquine de ne pas le payer de retour et de feindre de ne l'avoir pas remarqué. En second lieu, la fille ne me plaisait pas. Je n'ai jamais aimé que les femmes faites, et celles-ci qui ne devaient pas avoir plus de 17 ans,
en montrait moins de 15 à cause de son corps gracile et de son visage enfantin. Enfin, il y avait un troisième motif, plus valable quoique moins clair et explicable, c'était la sensation de nausée qui m'assaillait chaque fois que je m'imaginais l'approcher. Lui parler et, conséquence inévitable, faire l'amour avec elle. Cette sensation de nausée ne m'était pas inspirée par une répugnance directe, physique. La fille ne me plaisait pas, c'est vrai, mais elle ne me dégoûtait pas du tout. Il me suffisait de me représenter l'expérience au devant de laquelle je serais allé en acceptant son invitation. C'était, pensais-je, le même sentiment de nausée craintive qu'éprouvent tous ceux qui se trouvent sur le seuil d'une réalité inconnue et obscure. Ou peut-être tout simplement de la réalité sans plus qu'ils sont habitués depuis longtemps à ne pas affronter. Un sentiment, dis-je, de dégoût mêlé d'appréhension, lequel m'étonnait car cette fille si enfantine et insignifiante ne paraissait le justifier en aucune façon. Mais il n'est pas facile, lorsqu'on s'ennuie, de penser avec continuité à quelque chose. Pour moi, l'ennui était semblable à une sorte de brume dans laquelle ma pensée s'égarait constamment, n'entrevoyant que par intermittence quelques détails de la réalité, comme lorsqu'on se trouve dans un brouillard dense, et qu'on aperçoit tantôt le coin d'une maison, tantôt la figure d'un passant, ou bien quelque autre objet. Mais pour un instant seulement, et l'instant d'après, ils ont disparu. À travers la brume de mon ennui, j'avais entrevu la fille de Balestieri, mais sans leur accorder la moindre importance et en tout cas ne pensant presque jamais à eux. Ainsi il advenait que, des semaines durant, j'oubliais l'existence de ces deux êtres, qui cependant vivaient et s'aimaient à quelques pas de moi. De temps à autre, je me rappelais d'eux avec une sorte de stupeur et je pensais alors « Tiens, mais ils sont toujours là, ils continuent à s'aimer. » J'oubliais Balestieri, à tel point que le matin qui s'ensuit ma fuite de la maison de ma mère en revenant à l'atelier, après avoir pris le café juste à côté, je remarquai, via Margouta, devant la porte cochère de ma maison, un char funèbre noir et or, garni aux 4 angles mes habituels anges dorés, avec dans les brancards les habituels chevaux noirs, mais ne pensais pas qu'il pût attendre quelqu'un que je connaissais. Je contournai le char qui barrait le passage et avançai dans l'allée. Mais comme à mon ordinaire, je marchais tête baissée. J'allais heurter de mon front le bord inférieur du cercueil, qu'à ce moment 4 hommes portaient sur leurs épaules vers le char. Je fis un brusque saut en arrière, tandis que les 4 croque-morts me lançaient des regards d'étonnement réprobateurs. Ensuite, le cercueil me passa sous le nez, suivi seulement par 2 personnes. Un jeune homme au visage grêlé et brutal, en vêtements de toile bleue, et une femme qui lui donnait le bras et dont on ne voyait rien car elle était enveloppée de voile noir de la tête aux pieds. Le jeune homme me fit penser à Balestieri, peut-être parce qu'il avait lui aussi un visage un peu rouge et des sourcils très noirs. En même temps, j'entendis la concierge de l'immeuble faire à voix basse je ne sais plus quel commentaire sur la soudaineté de certaines morts. Puis, j'entendis prononcer le nom du vieux peintre. C'est ainsi que j'appris que Balestieri était mort, probablement la veille, que ses funérailles étaient les siennes, que la femme en deuil était l'épouse de laquelle il était séparé depuis de longues années, et le jeune homme en complet bleu, le fils qu'il en avait eu. Comme je l'ai déjà dit, l'ennui m'avait absorbé depuis des jours, au point d'oublier non seulement l'existence de Balestieri, mais aussi celle de la fille qui pourtant éveillait mon intérêt. C'est pourquoi ce fut sans étonnement que je m'aperçus avoir passé les 2 derniers jours dans mon atelier, ignorant que 3 portes plus loin, Balestieri se sentait mal, mourait, était veillé, puis mis dans le cercueil et emporté. Qui sait, peut-être quelqu'un m'avait-il parlé de la maladie de Balestieri, mais moi, tout en l'entendant, je ne l'avais pas écouté, perdu que j'étais dans mon ennui. Comme il m'arrivait parfois lorsque, après avoir lu soigneusement les titres des journaux,
je découvris un moment après que je ne savais absolument pas ce qu'il disait. Il avait fallu le cercueil, ou plutôt le choc douloureux de mon front contre le cercueil, pour que me revînt à l'esprit l'existence du peintre, au moment où j'en apprenais la mort. Par ailleurs, la mort de Balestieri n'avait pas été aussi simple qu'elle pouvait le sembler à première vue. Le jour même, un peu à travers les allusions scandalisées de la concierge, un peu à travers les commentaires plus explicites d'un groupe d'amis que je rencontrais au café, je pus reconstituer la fin du vieux peintre. À ce qu'il semblait donc, Balestieri était mort en un moment très particulier, c'est-à-dire pendant qu'il faisait l'amour avec la fille qui m'avait souri tant de fois. Cet amour, de plus, n'avait pas été un amour normal, en attendant par normal l'acte qui conduit à la procréation, mais une déformation, une spécialité érotique, à telle enseigne que Balestieri avait été tué, pour ainsi dire, non par l'amour, mais par la manière dont il l'avait fait. La concierge n'avait pas voulu s'expliquer, se bornant à faire allusion au fait avec indignation. Mes amis du café avaient, au contraire, abondé en détails, comme s'ils eussent été présents dans l'atelier au moment de la mort. Mais je finis par m'assurer qu'il s'agissait de pure supposition. En réalité, Balestieri s'était senti mal et était mort sous les yeux atterrés de la fille. C'était tout ce que l'on savait de certain. Le fait que la fille ait été sa maîtresse, qu'on l'avait trouvée, lui, à demi nu sur son lit, que la fille avait couru appeler la concierge en robe de chambre sans rien dessous, paraissait confirmer le bruit d'une mort subite survenue dans l'instant de la volupté. Mais ceux qui ne voulaient pas croire à ce genre de mort faisaient remarquer que, si la fille était en robe de chambre, c'est qu'elle servait de modèle, et était en train de poser. Quant à Balestieri, il avait l'habitude l'été de peindre en maillot et caleçon de bain. D'autre part, en faveur des bruits concernant la mort par l'amour, on rapportait l'affirmation du médecin accouru au chevet du moribond. Si cet homme s'était rendu compte qu'à son âge on ne fait pas certaines choses, il serait encore en vie. D'autres soutenaient au contraire que le médecin, après avoir ausculté Balestieri, s'était borné à dire à la fille « Signorina, vous l'avez tué », ajoutant toutefois aussitôt après, ou plutôt, vous l'avez aidé à se tuer. Mais personne ne savait qui était ce médecin et où il se trouvait. Peut-être était-ce le médecin de garde d'une des nombreuses pharmacies du quartier. Moi, je ne me souciais pas de le rechercher. Ce même jour, après avoir déjeuné dans un petit restaurant de la Via Margutta, je revins à mon atelier et y trouvai un paquet avec un billet de ma mère. Dans le billet, ma mère me donnait une leçon de savoir-vivre. Une autre fois, au lieu de t'enfuir, passe au moins me dire adieu. Dans le paquet se trouvaient la veste, du smoking et le pantalon clair que l'habile Rita avait nettoyé et repassé. Je jetai le tout à terre, m'étendis sur le divan et allumai une cigarette. Comme d'ordinaire, je souffrais d'une atroce sensation d'ennui, et il me semblait étrange que les autres ne s'aperçussent pas que je m'ennuyais, c'est-à-dire ne se rendissent pas compte que pour moi, eux et le monde entier n'existaient pas en réalité, et qu'ils pussent continuer, au contraire, comme ma mère, à se comporter avec moi comme si je ne m'ennuyais pas. Tout en fumant, je me mis à réfléchir sur ma situation, qui évidemment empirait chaque jour un peu plus. Je me demandais enfin ce qui me restait à faire maintenant que j'avais renoncé à la peinture et que je n'avais pas eu le courage d'accepter l'argent de ma mère. Je me rendais compte qu'il y avait peu à faire dans le sens d'une action capable d'amener un changement vraiment substantiel. Mais je pouvais toujours faire ce que font beaucoup de gens quand ils se trouvent dans une situation insoutenable. L'accepter et s'adapter. Au fond, pensais-je, je suis semblable au rejeton d'une famille noble, mais déchue, qui s'obstine à mener le même train de vie fastueux que ses ancêtres. Le jour où il accepte la situation, il lui semblait insupportable, alors qu'elle est au contraire la situation normale d'une immense quantité de gens. Il cesse de souffrir et s'aperçoit que tout ce qui lui paraissait intolérable à un certain niveau ne l'est plus du tout, vu d'un niveau plus bas.
En réalité, ce qui me faisait souffrir était moins l'ennui que l'idée que j'aurais pu ou dû ne pas m'ennuyer. Je veux dire que j'appartenais moi aussi à une famille très noble et très ancienne, qui dans le passé ne s'était jamais ennuyée, parce qu'elle avait toujours eu des rapports directs et concrets avec la réalité. Il me fallait oublier ma famille et accepter définitivement la condition dans laquelle je me trouvais. Mais peut-on vivre dans l'ennui, c'est-à-dire vivre sans aucun rapport avec le réel, et n'en pas souffrir? Là résidait tout le problème. Parmi toutes ces pensées, le sommeil me prit et je m'endormis lourdement, avec en quelque sorte la sensation de me noyer plutôt que de m'endormir. Je fis un rêve très clair. Il me semblait être debout, devant mon chevalet, ma palette dans une main, le pinceau dans l'autre. Sur le chevalet est posée l'habituelle toile blanche. À côté du chevalet, fait étrange puisque depuis plusieurs années je ne faisais plus de peinture figurative, se tient debout un modèle. C'est une jeune femme au visage sage, des lunettes aux yeux, qui me rappelle beaucoup Rita. Sur la blancheur exsangue de son corps, curieusement plat et manquant de volume, se détachent de façon mortuaire les deux taches jumelles des seins, pareilles à deux gros sous sombres et le triangle noir du pubis. Il est entendu que je suis en train de faire le portrait de ce modèle. Et en effet, ma main, armée du pinceau, se meut, évidemment, dans les gestes du peintre, sur la surface invisible de la toile. Je continue à peindre avec soin, avec application, avec assurance. Le tableau s'annonce bien. Le modèle ne souffle pas, ne bouge pas, on pourrait la croire morte si ce n'était le scintillement derrière ses lunettes et le sourire peut-être ironique qui lui crispe les lèvres. Enfin, après une très longue séance, le portrait est fini, et je m'écarte un peu pour le contempler à mon aise. Surprise, la toile est vide. Blanche, intacte. Aucun nu féminin n'y apparaît, dessiné ou peint. J'ai certainement travaillé pour ne rien faire. Atterré, je saisis un tube quelconque de couleur, en écrase un jet sur ma palette, y plonge mon pinceau, et avec ardeur, m'acharne de nouveau sur la toile. Rien. La toile demeure blanche. Pendant ce temps, devant mes vains efforts, la fille sourit d'un sourire de plus en plus moqueur, tout en gardant l'expression hypocrite et sage que lui confèrent ses lunettes cerclées d'écailles. Une main se pose sur mon épaule, Balestieri en personne. Un sourire paternel sur son visage rougeau me prend des mains la palette et le pinceau et se plante devant le chevalet en me tournant le dos. Il est en maillot sans manches, et dans cette tenue, il me rappelle Picasso, avec qui je lui trouve soudain quelques ressemblances. Maintenant, Balestieri peint, et je regarde sa nuque que recouvrent ses cheveux épais et argentés. Et je pense que Balestieri est en train de peindre, tandis que moi, au contraire, je n'ai pu peindre. Le tableau de Balestieri est terminé, Balestieri est parti, et je reste devant son œuvre. Je ne sais si la toile est belle ou laide, mais en tout cas, elle est peinte. Non plus blanche et vide comme lorsque je me suis arrêté de peindre, mais couverte de traits et de couleurs. Tout à coup, une rage folle me bouleverse. Je saisis le canif dont je me sers habituellement pour racler ma palette, et je frappe la toile violemment, méthodiquement de haut en bas, de façon à la taillader sur toute sa hauteur. Horreur, je n'ai pas frappé la toile, mais bien le corps du modèle, qui saigne maintenant par de nombreuses plaies étroites et verticales, partant de la poitrine pour descendre jusqu'aux jambes. Le sang coule des blessures, rouge et abondant, des ruisselets secondaires se forment et se rejoignent, et maintenant tout le corps de la jeune fille, qui cependant continue à sourire, est recouvert d'un réseau de sang, tandis que je continue à frapper avec violence, avec méthode, jusqu'à ce que, dans un cri inarticulé d'angoisse, je me réveille. La journée était brumeuse et l'atelier était plongé dans une lumière basse, grise et triste. Je bondis hors de mon divan et, comme si je savais ce que j'allais faire, je me précipitai à la porte, l'ouvris et sortis dans le corridor. Il était vide, ses 4 portes fermées,
mais en regardant avec attention, je m'aperçus que celle de Balestieri était entrebâillée. Sans réfléchir, continuant à agir presque automatiquement, j'allai à cette porte, la trouvai en effet ouverte, la poussai et entrai. Je n'avais jamais pénétré dans l'atelier du vieux peintre. Aussi puis-je me donner l'illusion que la curiosité seule me le faisait visiter. Les rideaux étaient baissés, l'atelier dans une quasi-obscurité, une lampe à abat-jour rouge montée sur un pied en bois doré et sculpté, probablement un objet d'église, était allumée sur une table recouverte d'un damas pourpre. À la lueur sanglante de cette lampe, je pus me rendre compte que l'atelier de Balestieri était bien différent du mien. D'abord, il était plus grand, avec un escalier conduisant à une galerie de bois sur laquelle s'ouvraient 2 petites portes. En outre, tandis que mon atelier avait l'aspect d'un véritable atelier de peinture, sommairement meublé et fort en désordre, celui de Balestieri, je le remarquai aussitôt avec un obscur sentiment de dégoût, était au contraire meublé à l'ancienne, comme un salon bourgeois, d'il y a 40 ou 50 ans. Et personne n'aurait pu penser qu'un peintre y avait habité, si les murs n'avaient été couverts de ces fameux nus, pendus les uns à côté des autres du plancher jusqu'au plafond, et un chevalet monumental installé en pleine lumière, près de la baie vitrée, et portant une toile inachevée. Ce qui me frappa surtout, ce fut la teinte sombre des meubles, anciens pour la plupart, ou copies d'anciens, de style Renaissance. Sous les tableaux, les murs étaient tapissés de damas rouges. Par terre, pêle-mêle, superposés les uns aux autres, de nombreux tapis persans, à dessins sombres et serrés. Je refermai la porte derrière moi, fis des yeux le tour de la pièce et respirai à pleine narine l'odeur particulière, à la fois mortuaire et ménagère, qui flottait dans l'air. Je m'approchai lentement du chevalet. La toile inachevée ne pouvait être que celle sur laquelle, peu de temps avant de mourir, Balestieri faisait le portrait de sa toute jeune maîtresse. Je confesse qu'à ce moment je fus poussé par la curiosité de voir comment elle était faite. Mais quand je fus devant la toile, j'éprouvai un sentiment d'incrédulité et de déception. Balestieri, en effet, y avait ébauché au fusain une image qu'il me paraissait difficile de rapprocher de celle de la jeune fille, au corps gracile et au visage enfantin, qui si souvent m'avait souri. C'était un de ces habituels nus excessifs, peint en outre dans une attitude forcée, c'est-à-dire accroupi sur ses jambes repliées, mais les mains jointes sur la nuque de manière à mettre le plus possible en évidence les seins et les hanches. Ces 2 parties du corps féminin que Balestieri semblait préférer. Je fus étonné surtout de l'ampleur des hanches et de la lourdeur des mamelles que je ne me souvenais pas d'avoir observées chez le modèle. Au contraire, la taille étroite, les épaules et les bras minces pouvaient lui appartenir. Omission significative, Balestieri ne s'était pas soucié de dessiner le visage, ainsi toute identification, au moins pour moi, était-elle impossible. Je regardai longtemps la toile en pensant que Balestieri était vraiment un très mauvais peintre, même d'après la vieille tradition naturaliste dont, très vaguement d'ailleurs, il se réclamait. Puis je me tournai vers l'atelier, me mis à examiner les toiles pendues au mur. Il n'y avait là que des nus, je l'ai déjà noté, tous des nus féminins, la plupart dans des attitudes anormales ou forcées, et la première chose qui me vint à l'esprit fut que Balestieri, tout en étant un très mauvais peintre, était cependant un peintre très soigneux, voire minutieux, jusqu'au formalisme. On voyait qu'il ne se fiait pas à son inspiration et travaillait un peu comme les anciens maîtres, par couches de couleurs successives, revenant indéfiniment sur certains détails, jusqu'à ce qu'il fût tout à fait sûr d'en avoir épuisé des possibilités. Le résultat, hélas, était ce particulier naturalisme photographique, léché, trop fini, des tableaux que l'on voit exposés dans les soi-disant expositions d'art des galeries les plus commerciales. Mais d'autre part, il était évident que toutes ces toiles étaient parfaites, quoique de cette perfection de la laideur propre à la pornographie. En d'autres termes, le monde de Balestieri était un monde concret et cohérent, sans fissure ni contamination, et peu importé qu'il donnât l'impression de la manie.
Dans ce monde, Balestieri s'était trouvé, lui, très à son aise, jusqu'à sa mort, sans jamais en douter ni tenter d'en sortir. Peut-être Balestieri était-il une espèce de fou, mais un fou, dont la folie, constituait à avoir l'illusion d'être en rapport avec la réalité, c'est-à-dire d'être un sage, comme le témoignaient ses toiles. Tandis que moi, j'étais obligé de me le dire, j'étais peut-être un sage dont la sagesse consistait dans la profonde conviction qu'un tel rapport était impossible, c'est-à-dire un sage qui se croyait fou. Plongé dans ses réflexions, j'avais fait le tour des murs, regardant une par une les toiles, n'en trouvant aucune dans laquelle je puisse reconnaître les traits de la fille ou visage d'enfant. Je me dis que sans doute les choses devaient être ainsi. Balestieri n'avait jamais fait le portrait de sa petite amante. Il s'était contenté de l'aimer, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer étant donné son âge avancé. J'allais m'en aller quand un bruit qui venait d'en haut me fit lever les yeux. Le modèle de Balestieri sortait juste à ce moment par l'une des portes donnant sur la galerie et commençait à descendre l'escalier, sans hâte, ignorant évidemment ma présence. Les yeux baissés, une main sur la balustrade, l'autre levée à la hauteur de sa poitrine pour soutenir un gros paquet. Arrivé en bas de l'escalier, elle leva enfin les yeux et parut effrayée de me voir debout devant elle, près de la table qui se trouvait au centre de l'atelier. Mais ce fut la question d'un instant. Aussitôt, son visage rond s'imprégna d'une calme sérénité, comme si cette rencontre n'était pas pour elle une surprise, et même qu'elle était préparée depuis longtemps. Je dis avec embarras, « J'habite dans l'atelier d'à côté. Peut-être m'avez-vous vu quelquefois. J'étais entré pour jeter un coup d'œil sur les toiles. » Elle me répondit en me montrant son paquet. « Et moi je suis venu prendre mes affaires, avant qu'on ne loue l'atelier. J'étais son modèle. Il m'avait donné la clé. C'est ainsi que je suis rentré. » Je remarquai qu'elle n'avait absolument aucun accent pouvant permettre de deviner son lieu de naissance, ou la classe sociale à laquelle elle appartenait. Une voix incolore et neutre, d'une exactitude, d'une économie de ton qui donnait presque une impression de réticence. Ne sachant qu'ajouter, je demandai au hasard. « Vous veniez souvent chez Balestieri ?»« Oh oui, presque tous les jours. »« Mais quand est-il mort ?»« Avant-hier soir. »« Étiez-vous présente quand il est mort ?» Je la vis me regarder un moment de ses grands yeux sombres qui, au lieu d'observer les objets, paraissaient les refléter sans les voir. Il s'est senti mal pendant que j'étais en train de poser pour lui. « Il faisait votre portrait ?»« Oui. » Je ne pus m'empêcher de m'écrier avec surprise. « Mais où est la toile qui vous représente ?» Elle indiqua le chevalet. « Celle-ci. » Je me retournai, regardai la toile à la dérobée, puis elle-même longuement. Dans la pénombre qui paraissait en défaire et en absorber les contours, sa silhouette paraissait plus que jamais menue et enfantine, avec la large jupe s'évasant au-dessus des jambes minces, le buste grêle et le pâle visage mangé par les grands yeux sombres. Je demandai, incrédule, « Mais c'est vous vraiment qui avez posé pour ce dessin ?» À son tour, elle sembla étonnée de ma stupeur. « Mais oui, pourquoi ? Vous n'aimez pas la façon dont il m'a dessiné ? Je ne sais si elle me plaît ou non. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce n'est pas ressemblant. Il n'a pas dessiné la tête parce qu'il la faisait toujours en dernier. Mais comment savez-vous que cela ne me ressemble pas ? Je veux dire que le corps dessiné par Balestieri ne paraît pas le vôtre. Vous croyez ? Pourtant c'est le mien. Je sentais toute la futilité et la fausseté de cette discussion pseudo-artistique sur un dessin comme celui-ci et de plus sur une question de ressemblance. Mais, tout en ayant honte de moi, comme d'une tacite complicité que j'aurais dû refuser, je ne pus m'empêcher de répliquer avec vivacité. « Ce n'est pas possible, je ne puis le croire. »« Vous croyez ?» répéta-t-elle. « Pourtant c'est comme ça que je suis faite. » Elle déposa son paquet sur la table, alla au chevalet, considéra la toile un moment, puis ajouta en se tournant vers moi. «
Oh, il y a peut-être quelques exagérations, mais au fond, je suis vraiment comme ça. Je ne sais pourquoi, en la voyant debout auprès de la toile, je me remémorais mon rêve de l'après-midi. Je demandais distraitement. Balestieri n'a-t-il fait que ce dessin de vous, ou a-t-il fait votre portrait sur quelque autre toile? Oh, il m'a peinte tant de fois. Elle leva les yeux vers les murs et commença à énumérer, en les indiquant à mesure. Ici, c'est moi, ici encore, et celle-ci là-haut, et puis celle-là. Elle ajouta en manière de conclusion. Il n'en finissait pas de me portraiturer. Il me faisait poser pendant des heures. J'éprouvai soudain je ne sais quelle envie de dire du mal de Balestieri, peut-être pour arracher à cette jeune fille quelque accent un peu plus personnel, moins indifférent. Je dis avec cruauté. Beaucoup de peine pour un bien maigre résultat. Pourquoi? Parce que Balestieri était un très mauvais peintre, et même pas du tout un peintre. Elle ne réagit en aucune façon et se borna à dire « Je n'entends rien à la peinture. » J'insistai. En réalité, Balestieri n'était qu'un homme qui aimait beaucoup les femmes. Elle approuva avec conviction. Ah, ça oui. En même temps, elle avait repris son paquet et me regardait d'un air interrogateur, comme pour dire « Je vais m'en aller. Pourquoi ne t'arranges-tu pas pour me retenir ?» Je proposai avec une subite douceur dans la voix qui m'étonna car je ne l'avais ni voulu ni prémédité. « Voulez-vous venir un moment dans mon atelier ?» Je la vis, s'illuminer d'une prompte et naïve espérance. « Vous voulez que je pose pour vous ?» Je demeurai embarrassé. Je n'avais pas eu l'intention de lui mentir, et voilà qu'elle me proposait un prétexte hypocrite qui m'humiliait doublement, à la fois parce que c'était une hypocrisie, et que cette hypocrisie était la dernière à laquelle j'aurais recours. Celle du peintre, invitant la belle fille dans son atelier sous prétexte de faire son portrait, en un mot, un prétexte digne de Balestieri. Je demandai d'un ton un peu désagréable. « La première fois, Balestieri vous a-t-il aussi invité dans son atelier sous prétexte de faire votre portrait ?» Elle répondit avec sérieux. « Non, j'allais chez lui pour prendre des leçons de dessin. Puis, il voulut faire mon portrait, mais plus tard. » Ainsi, pour elle, le prétexte du portrait n'était pas une feinte, mais une chose sérieuse. En effet, elle ajouta. « Maintenant, je n'ai rien à faire. Si vous voulez, je peux poser pour vous jusqu'à l'heure du dîner. » Je me demandais si je devais lui expliquer que j'étais un peintre qui ne faisait plus de peinture, et que d'autre part, quand je peignais, je n'avais jamais fait de tableau figuratif. Mais alors, pensais-je, il fallait chercher un autre prétexte pour l'attirer dans mon atelier, car il me semblait avoir besoin d'un prétexte. Mieux valait accepter celle du portrait. Je dis donc, légèrement et vaguement, « Bon, eh bien, allons dans mon atelier. » À cette heure, je posais toujours pour Balestieri, m'apprit-elle soulagée et contente, en prenant son paquet sur la table. Il peignait tous les jours de 4 à 7. Et le matin aussi, de 10 heures à 1 heure. Pendant ce temps, nous nous dirigions vers la porte. Je me rendais compte qu'elle voyait pour la dernière fois cet atelier, où elle avait passé une partie de sa vie, et je m'attendais à ce que, peut-être par pitié pour le vieux peintre qui l'avait aimé, elle dise quelque chose, ou tout au moins se retourne pour un dernier regard. Mais elle se borna à me demander, en jetant un coup d'œil sur les murs, « Maintenant qu'il est mort, que va-t-on faire des tableaux ?» Je répondis avec la même cruauté, « Oh, il est possible qu'ils cherchent à les vendre, et puis en voyant que personne n'en veut, ils les mettront dans quelque cave. »« À la cave ?»« Oui, ils s'en débarrasseront. » Il avait une femme dont il était séparé. Les tableaux vont lui revenir, à elle. Raison de plus pour qu'on les jette. Elle ne dit rien, indifférente et réticente. Maintenant, elle me précédait dans le corridor et, en la voyant de dos, ce gros paquet dans les bras, avec cette démarche qui paraissait involontaire et récalcitrante, tandis qu'elle était en réalité puissamment et sensuellement décidée, elle donnait l'impression de changer purement et simplement de domicile. Oui, elle passait de l'atelier de Balestieri au mien, voilà tout. Je la rejoignis et lui ouvris ma porte en disant « Comme vous le voyez, c'est un atelier bien différent de celui de Balestieri. » Elle ne répondit pas, comme si elle n'avait trouvé aucune différence entre mon atelier et celui de son vieil amant.
Elle alla délibérément vers la table, y posa son paquet, puis se tourna vers moi en me demandant « Où est la salle de bain ?»« Là, cette porte. » Je la vis se diriger vers la salle de bain, puis y entrer. J'allai au divan, arranger les coussins sur lesquels j'avais dormi l'après-midi. Je ramassai ensuite les mégots de cigarettes que j'avais jetés par terre après avoir fumé. En me livrant à ces occupations, je pensais à la jeune fille, me demandant si elle me plaisait, et si j'avais envie de faire ce qu'elle attendait de moi, et je sentais que je n'avais aucune envie d'elle. Je me dis enfin que je l'interrogerais sur Balestieri et sur ses rapports avec lui qui m'intriguaient, et puis que je la renverrais. J'étais si tranquille et si absorbé dans la conscience de ma tranquillité que j'oubliais le prétexte de la peinture que m'avait offert la jeune fille et que j'avais distraitement accepté. Aussi fus-je absolument stupéfait lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit et que la jeune fille apparut sur le seuil. Elle était nue, complètement nue. Des deux mains, elle serrait une serviette contre sa poitrine et marchait sur la pointe des pieds. En la voyant, je ne pus m'empêcher de penser que Balestieri n'avait pas exagéré en la représentant avec ses formes épanouies qui avaient éveillé mon incrédulité. Elle avait en effet une poitrine magnifique, pleine, solide et brune, qui cependant n'était pas en harmonie avec son buste dont elle ne paraissait pas faire partie, et qui était au contraire le buste grêle et maigre d'une adolescente. La taille aussi était celle d'une enfant, incroyablement mince et souple. Mais dans les hanches fortes et charnues réapparaissait le caractère adulte que j'avais remarqué dans la poitrine. Elle marchait, les seins en avant, le ventre rentré, les yeux presque cupidement fixés sur le chevalet dressé contre la baie vitrée. Quand elle fut devant la toile, elle me demanda, sans se retourner, avec sa voix inexpressive, sèche et juste, « Alors, où dois-je me mettre ?» Je me demandais si à ce moment il y avait en elle quelque hypocrisie, mais je dus convenir aussitôt qu'il n'y en avait pas. Elle avait pris au sérieux son rôle de modèle, même si elle soupçonnait peut-être que ce n'était que prétexte à un autre genre de rapport. Mais je me dis qu'il devait y avoir dans son esprit une sorte d'incapacité à rattacher une chose à une autre, ce qui lui permettait d'être sincère. Je dis tranquillement, « Ne vous mettez nulle part. » Elle se retourna stupéfaite. « Pourquoi ?» J'expliquai. « Je regrette, mais j'ai accepté un peu légèrement ce prétexte de la peinture. En réalité, je ne peins plus depuis quelque temps. Et quand je me livrais à la peinture, je peignais sans modèle ou objet quelconque. Je regrette. » Elle dit, sans se montrer vexée, sur un ton neutre, « Mais vous m'avez dit que vous désiriez que je vienne poser. » »« Oui, c'est vrai, mais faites comme si je n'avais rien dit. » Lentement, avec l'air de ne pas s'attacher d'importance à la chose, elle prit la serviette qu'elle serrait jusqu'alors contre sa poitrine, et se la jeta sur les épaules, l'enroulant ensuite autour de son corps. Puis elle s'approcha du divan d'un air timide et méfiant, comme si je l'avais invitée à s'asseoir, alors qu'en réalité je n'avais rien dit. Et elle s'installa à l'autre bout du divan, loin de moi. Il y eut un moment de silence, puis sur ses lèvres enfantines apparut ce sourire qu'elle m'adressait généralement quand elle me rencontrait dans le corridor. Je dis embarrassé, « Bon, maintenant vous allez penser du mal de moi. » Elle secoua la tête en signe de dénégation, sans dire un mot. Elle me contemplait de son regard inexpressif, comme si ses yeux avaient été deux miroirs sombres, reflétant la réalité sans la comprendre, et peut-être même sans la voir. Et je sentais croître mon embarras. Il était visible qu'elle ne voulait pas s'en aller, et qu'elle attendait de moi la seconde partie, si je puis dire, du programme. Comme je cherchais un sujet de conversation qui nous soit commun, Balestieri me revint naturellement à l'esprit. « Depuis combien de temps connaissiez-vous Balestieri ?»« 2 ans. »« Mais quel âge avez-vous ?»« 17 ans. »« Racontez-moi comment vous avez connu Balestieri. »« Pourquoi ?»« Parce que... » Je réfléchis un moment, puis ajoutai avec sincérité. « Ça m'intéresse. » Elle dit lentement. « J'ai connu Balestieri il y a 2 ans, chez une de mes amies. » « Qui était cette amie ?»« Une jeune fille qui s'appelle Elisa. »« Et quel âge a Elisa ?»« Elle a 2 ans de plus que moi. »« Et que faisait Balestieri chez Elisa ?»« Il lui donnait des leçons de dessin, comme à moi. »« Et comment est-elle, cette Elisa ?» Elle répondit brièvement. « Elle est blonde. » Je crus me rappeler une des nombreuses filles que j'avais vues défiler dans la cour. Je questionnai. «
Blonde, avec des yeux bleus, un long cou, une figure ovale, des lèvres charnues, étroitement serrées. Oui, c'est elle. Vous la connaissez? Non, mais je l'ai vue aller quelquefois chez Balestieri, avant que vous y alliez vous-même. Elisa prenait-elle ses leçons de dessin chez elle ou à l'atelier? Chez elle et aussi à l'atelier, ça dépendait des jours. Vous ne m'avez pas dit ce qui arriva le jour où vous avez rencontré Balestieri dans la maison d'Elisa. Il ne s'est rien passé. Bon, il ne s'est rien passé, mais enfin, Balestieri vous a donné des leçons de dessin, vous aussi. Comment cela est-il arrivé? Cette fois, elle me regarda sans répondre. J'insistai. M'avez-vous entendu? Elle se décida enfin à sortir de son silence et demanda « Mais pourquoi voulez-vous savoir tout cela ?»« Bon, admettons que vous m'intéressez. » dis-je avec la conscience non pas tant de mentir que de dire un mensonge qui, au moment où je le disais, devenait une vérité. Elle regarda en l'air comme une écolière qui va réciter sa leçon devant un maître exigeant. Puis, je revis Balestieri chez Elisa parce que nous étions amis et que j'allais souvent chez elle. Un jour, je lui demandai de me donner des leçons de dessin, à moi aussi, mais il me répondit qu'il ne pouvait pas. J'avais toujours pensé que Balestieri courait derrière toutes les femmes qu'il lui arrivait de rencontrer. Et voilà qu'au contraire, il avait refusé le prétexte que la jeune fille lui avait offert. Je lui demandai « Et pourquoi pensez-vous que Balestieri a refusé ?» Je ne sais pas, il n'en avait pas envie. Et peut-être était-il amoureux d'Elisa. Oh, je ne crois pas. Alors pourquoi n'en avait-il pas envie? Elle répondit d'un ton définitif. Bon, d'abord, j'ai pensé qu'Elisa le lui avait déconseillé, puis je me suis aperçu qu'elle ne savait rien. Lui, il ne voulait pas, c'est tout. Je me dis que cela le gênait peut-être que je vienne à son atelier, et je lui proposai de me donner des leçons chez moi, mais il refusa encore une fois. En somme, il ne voulait pas. Mais vous, pourquoi teniez-vous tant à ce que Balestieri vous donne des leçons? Elle hésita, puis je vis son visage pâle rougir d'une façon inégale, comme par plaques légères et successives. J'étais tombé amoureuse de lui, ou plutôt je croyais l'être. Et lui ne faisait pas attention à vous, mais pourquoi? Je ne sais pas. Elle hésita de nouveau, puis, comme si elle avait réussi à vaincre enfin ses dernières réticences, elle parut s'abandonner à une façon de parler moins circonspecte, bien qu'encore précise et mesurée. Je crois que je ne lui plaisais pas, voilà tout. 2 ou 3 mois passèrent comme ça, il m'évitait carrément, et moi j'en souffrais. À cette époque, j'étais vraiment amoureuse de lui. À la fin, je recours à un truc. Un truc? Oui. Un jour qu'Elisa devait aller chez lui, et je le savais, j'invitai Elisa à déjeuner, et lui dis qu'il avait téléphoné pour la prier de ne pas venir, car il était occupé. Et moi, j'y allais à sa place. Et comment Balestieri prit-il votre truc? D'abord, il a voulu me renvoyer, et puis il est devenu plus gentil. Et ce jour-là, vous avez fait l'amour, hein? Elle rougit de nouveau de la même manière, peu à peu, et inégalement. Les fit oui de la tête, sans parler. Et Elisa? Elisa n'a jamais su que j'étais allé à sa place, mais peu après, Balestieri et elle se quittèrent. Et vous êtes encore amis d'Elisa? Non, nous ne nous voyons plus. Un silence suivit. Je me rendais compte que je lui faisais subir un interrogatoire de policier, auquel d'ailleurs elle se soumettait de bonne grâce, et je me demandais ce que je voulais vraiment savoir. Il était clair que ce n'était pas tant les faits qui m'intéressaient que quelque chose se trouvant au-delà des faits, qui en constituait le fond et la justification. Mais qu'était cette chose? Je demandai brusquement. Pourquoi êtes-vous tombée amoureuse de Balestieri? Que voulez-vous dire? Je veux dire, pourquoi justement de Balestieri? Un vieil homme qui aurait pu être le père de votre père. Oh, il n'y a pas de raison pour tomber amoureuse de quelqu'un, on aime, ça suffit. Oh, il y a toujours des motifs, pour toute chose. Elle me regardait, et chose étrange paraissait s'être rapprochée de moi sur le divan, où nous étions assis tous les deux. Ou bien n'était-ce qu'une illusion d'optique due à cet interrogatoire qui peu à peu la faisait mieux connaître et la définissait. Elle dit enfin, du bout des lèvres, en se penchant un peu en avant et en me regardant fixement. J'éprouvais un grand attrait pour lui. De quelle sorte d'attrait? Elle ne dit rien et se borna à me regarder. J'insistai. Eh bien? Je peux vous le dire. Balestieri ressemblait un peu à mon père, et quand j'étais plus jeune, j'avais une véritable passion pour mon père. Une passion? Oui, j'en rêvais la nuit. En somme, vous étiez amoureuse de Balestieri parce qu'il ressemblait un peu à votre père. Oui, pour cela aussi.
De nouveau le silence. Puis je repris. D'après vous, pourquoi Balestieri, au début, ne voulait-il rien savoir de vous? Mais je vous l'ai déjà dit, je ne lui plaisais pas. Et dire que vous ne lui plaisiez pas n'explique rien. Balestieri ne s'intéressait pas à vous parce que vous étiez trop jeune. Oh non, non, pas pour cette raison. Ou bien parce qu'il éprouvait pour vous le même sentiment que vous éprouviez pour lui, c'est-à-dire qu'il vous considérait un peu comme sa fille. Je ne crois pas, il me l'aurait dit. Je me tus un moment, réfléchissant intensément. Je comprenais maintenant que j'interrogeais la fille sur Balestieri pour savoir quelque chose sur moi. En effet, moi aussi, j'avais jusqu'ici repoussé ses avances, et elle aussi, elle paraissait amoureuse de moi. Ou bien ne pensez-vous que Balestieri avait peur de vous connaître? Peur? Et pourquoi? Et peur parce qu'il prévoyait ce qui en effet est arrivé par la suite, c'est-à-dire qu'il est devenu amoureux de vous. Et quelquefois, l'amour fait peur. Elle répliqua d'une manière sibylline. À moi, il ne me fait pas peur. J'insistai. Vous n'avez pas répondu à ma question. Balestieri vous évitait-il parce qu'il avait peur? Non, il n'avait pas peur. Et même à ce propos, je me souviens maintenant qu'une fois il me dit « Si tu n'avais pas employé ce truc, je n'aurais jamais fait attention à toi. Tu ne me plaisais pas. » Elle se tut un moment, puis ajouta « C'est tout, je ne sais rien de plus. » Je compris que je ne viendrais à bout de rien si je continuais dans cette même voie, et je changeai brusquement. Mais ensuite, il a été amoureux de vous, n'est-ce pas? Oui. Très. Oui, très. Pourquoi? Je la vis se pencher en avant et me regarder. Elle était maintenant à côté de moi, ce n'était plus une illusion d'optique, ses genoux touchaient les miens. Elle répondit « Je ne sais pas. » Mais ne vous parlait-il jamais de son amour? Si, il m'en parlait. Et que disait-il? Elle parut réfléchir et, en même temps, je la vis chanceler de mon côté, comme si elle allait tomber sur moi. Peut-être devrais-je dire qu'à cause de l'espèce de cornet que formait autour d'elle la serviette enroulée, elle paraissait un récipient plein qui s'inclinait de plus en plus vers moi, comme pour me donner la possibilité d'y puiser. Elle répondit enfin. Je ne me rappelle plus ce qu'il disait, mais je me rappelle ce qu'il faisait. Et que faisait-il? Par exemple, il pleurait. Il pleurait? Oui, oui, tout à coup, il se prenait la tête entre les mains et se mettait à pleurer. Je me représentais Balestieri comme je l'avais toujours vu, vieux certes, mais robuste, avec des épaules larges, des jambes bien plantées, et un visage rouge de vitalité sous des cheveux blancs. Et je ne pus m'empêcher de me sentir déconcerté. Et pourquoi pleurait-il? Je ne sais pas. Il ne vous disait pas pourquoi il pleurait? Non, il disait seulement qu'il pleurait à cause de moi. Peut-être était-il jaloux. Non, il n'était pas jaloux. Mais lui donniez-vous des raisons d'être jaloux? Elle me regarda un moment en silence, comme si elle n'avait pas compris, puis répondit brièvement. Non. Il pleurait, comme ça, sans parler. Non, il disait toujours quelque chose. Vous voyez bien qu'il parlait. Que disait-il? Il disait, par exemple, qu'il ne pouvait se passer de moi. Ah, il avait donc un motif pour pleurer. Il aurait voulu se passer de vous et ne pouvait pas. Elle corrigea par souci d'exactitude. Non, il disait simplement qu'il ne pouvait se passer de moi. Jamais il n'a dit qu'il aurait voulu se passer de moi. Et même au contraire, une fois que j'avais voulu le quitter, il tenta de se tuer. Je fus surpris de l'absence complète de diversité dans le ton de ses paroles. Soit qu'elle dit une chose indifférente, soit qu'elle m'apprit que Balestieri avait tenté de se tuer à cause d'elle. Tenté de se tuer? Demandai-je. Et de quelle façon? Avec ces pilules qu'on prend contre l'insomnie. Je ne me rappelle plus comment on les appelle. Des barbituriques? Oui, c'est ça, des barbituriques. Il a été malade. Oui, il a été malade 2 jours, mais après, ça lui a passé. Il souffrait d'insomnie, Balestieri? Oui, il prenait des barbituriques contre l'insomnie. Certaines nuits, il ne dormait qu'1 heure ou 2. Mais pourquoi? Pourquoi il ne dormait pas? Je ne sais pas. À cause de vous. Il disait que tout ce qui lui arrivait était ma faute. Et il ne disait rien d'autre. Il n'expliquait pas pourquoi vous étiez la cause de tout. Si, maintenant que j'y pense, il disait que j'étais sa drogue. Un lieu commun. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela veut dire, un lieu commun? Une chose peu originale que tout le monde pourrait dire. Encore le silence. Je repris enfin. Mais comment étiez-vous une drogue pour Balestieri? Elle demanda à son tour lentement. Et en somme, pourquoi me posez-vous toutes ces questions?
Je répondis avec sincérité, parce qu'il y a dans toute votre histoire avec Balestieri quelque chose qui m'intrigue. Et quoi donc? Je ne sais pas, c'est pour cela que je vous pose des questions, pour savoir pourquoi je les pose. Elle ne sourit pas, il me regarda de nouveau avec attention, bien que de façon inexpressive, penché vers moi à tel point que l'odeur chaude et simple de son corps paraissait monter à mes narines. Elle expliqua enfin. J'imagine que j'étais une drogue pour Balestieri parce qu'il avait de plus en plus besoin de moi. Lui-même le disait. La dose qui me suffisait auparavant maintenant ne me suffit plus. En quel sens avait-il toujours besoin de vous? Dans tous les sens. Dans ce sens que vous faisiez l'amour. Elle me regarda sans mot dire. Je répétai ma question, et elle parut alors se décider et répondit avec précision. Oui, dans ce sens. Vous faisiez souvent. Au début seulement 1 ou 2 fois par semaine, et ensuite tous les 2 jours, puis tous les jours, puis 2 fois par jour. À la fin, je ne comptais plus. Pourquoi? Il l'aurait fait continuellement. Elle paraissait maintenant plus à son aise. Il me faisait poser, puis s'arrêter de peindre et voulait faire l'amour, et ainsi toute la journée. Il n'était donc jamais rassasié. Il se fatiguait, quelquefois même il s'est senti mal, mais jamais il n'en avait assez. Et tout cela vous plaisait, à vous? Elle hésita puis remarqua. Il ne déplaît jamais à une femme qu'un homme lui montre qu'il l'aime. Mais vous aimait-il vraiment? N'avait-il pas plutôt besoin de vous par habitude, par vice, ou comme précisément on a besoin d'une drogue? Elle répliqua presque avec chaleur. Non, il m'aimait vraiment. Comment vous montrait-il son amour, par exemple? Et peut-on dire cela? Ce sont des choses qui se sentent. Rien d'autre? Bien, si vous voulez un exemple, il voulait m'épouser. Mais il était déjà marié, non? Oui, mais il disait qu'il s'arrangerait pour obtenir le divorce. Et auriez-vous accepté? Non. Et pourquoi n'auriez-vous pas accepté? Je ne sais pas, mais ça ne me convenait pas de l'épouser. Alors vous ne l'aimiez pas? Je ne l'ai jamais aimé. Elle s'interrompit comme prise de scrupule, puis ajouta, ou plutôt si, je l'ai peut-être aimé les premiers temps que je l'ai connu. Il dut un long silence. Maintenant, elle était tout contre moi, presque sur moi, me donnant l'impression qu'elle allait perdre l'équilibre, ce qui me fit l'imaginer de nouveau comme un récipient, un beau vase à 2 anses, élancé, renflé, plein de désir, qui allait se déverser sur moi et me submerger. Je dis enfin, je vous ai fait subir un interrogatoire en règle, vous devez être un peu lasse. Elle se hâta de répondre. Oh, non, vous ne m'avez pas du tout fatigué, et même... Même quoi? Même ça m'a fait plaisir. Elle ajouta au bout d'un instant. Ça m'a fait penser à tant de choses auxquelles je ne pense jamais. Vous ne pensez jamais à Balestieri? Non. Pas même aujourd'hui alors qu'on vient de l'emporter? Non. Aujourd'hui moins encore que les autres jours. Et pourquoi moins que les autres jours? Elle me regarda sans répondre. Je répétai, mais pourquoi moins que les autres jours? Elle répondit enfin avec simplicité. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai fait que penser à vous. J'ai suivi un moment le corbillard de loin, puis je n'ai pu résister et couru à l'atelier. La peur m'était venue qu'on ait pu changer la serrure. Et alors? Alors je n'aurais plus eu de prétexte pour vous voir. Je feignis de ne pas attacher d'importance à cette déclaration et demandai. Et pourtant, Balestieri a été quelque chose pour vous. Oh oui, bien sûr. Mais qu'a-t-il été pour vous? Elle réfléchit un moment. Je ne sais pas. Il a certainement été quelque chose, mais comme je n'y ai jamais pensé, je ne sais ce qu'il a été. Mais pensez-y maintenant. Je ne peux pas y penser. On ne pense pas volontairement à quelque chose ou à quelqu'un. Ou bien il vous arrive d'y penser naturellement, ou bien on n'y pense pas. Mais en ce moment, à quoi penseriez-vous naturellement, comme vous dites? À vous. Je me tue un moment, allumai une cigarette et déclarai délibérément. Bien rassurez-vous, j'ai fini de vous interroger et j'en viens au fond de la question. Donc, tandis que Balestieri ne représentait pas grand-chose, ou même rien pour vous, vous étiez pour lui quelque chose de très réel, de très concret, quelque chose dont il ne pouvait se passer, selon ses paroles mêmes, quelque chose en somme, toujours d'après lui, d'analogue à une drogue. Bien ainsi. Oui. En d'autres termes, pour Balestieri, vous étiez non seulement quelque chose de très réel, mais en vérité la seule chose qui comptait. En effet, quand vous lui avez dit que vous vouliez le quitter, il tenta de se suicider. Et s'il l'a tenté, c'est quand vous, en allant, vous lui enleviez tout ce qui, pour lui,
était réelle. Elle me regardait d'un air aimable et poli, mais ne paraissait en rien convaincue. Tout à fait comme un enfant regarde sa mère qui lui fait un sermon avant de lui donner un bonbon et attend avec patience que ce sermon, sans intérêt pour lui, et qu'il ne comprend pas, soit fini pour pouvoir s'emparer de la friandise. Elle dit cependant « Oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense, je me souviens qu'il répétait souvent que j'étais tout pour lui. » Vous voyez. En somme, Balestieri, bien qu'amant malheureux et mauvais peintre, était, à un certain point, assez enviable. Et pourquoi? Parce qu'il pouvait dire à quelqu'un « tu es tout pour moi ». Elle se tut de nouveau, comme incertaine du sens de mes paroles et peu désireuse de le chercher. C'était le bonbon qui l'intéressait, non le serment. Je repris, et maintenant assez de Balestieri, parlons de nous deux. De sa façon très discrète, presque invisiblement, elle parut se réjouir, eut un léger mouvement en avant du visage, comme pour montrer empressement et attention, et un déplacement plus léger encore de son buste sur le divan, comme pour se rapprocher de moi davantage. Voici 3 ou 4 mois au moins, dis-je, que nous nous rencontrons dans le corridor ou dans la cour, et toutes les fois que nous nous rencontrons, vous me regardez et me souriez d'une manière, dirais-je, significative. N'est-ce pas? Si ce n'est pas vrai, n'hésitez pas à me donner un démenti, cela signifiera que j'ai eu une fausse impression. Elle ne dit rien, continuant à me regarder comme si elle attendait la fin de mes paroles et que leur sens ne l'intéressait pas. Je poursuivis. Vous ne répondez pas, j'en conclus donc que je ne me suis pas trompé. Ce que vous voulez de moi me paraît donc assez clair. Excusez-moi, je sais que je suis brutal. Depuis 4 ou 5 mois, vous vous efforcez de me faire comprendre que vous êtes disposé à faire avec moi ce que vous faisiez avec Balestieri. C'est tout au moins ce que j'ai compris. De nouveau, si je me trompe, dites-le moi. Silence encore. Son visage exprimait maintenant une sorte de timide satisfaction d'avoir été si bien comprise. Je continuai. Balestieri vous disait que vous étiez tout pour lui. Et ce mot « tout » signifiait, à ce qu'il me semble, vraiment tout. Malheureusement, je me trouve dans le cas contraire. Pour Balestieri, vous étiez tout. Pour moi, vous n'êtes rien. Je m'arrêtai un moment, la regardant, et ne pus m'empêcher d'admirer son impassibilité. Elle dit modestement, en baissant les yeux, « Nous nous connaissons depuis une demi-heure. » Je me hâtai d'expliquer. Je ne voudrais pas être mal compris. Il est impossible en effet que vous soyez tout, ou même quelque chose pour moi, dans le sens qu'on donne d'ordinaire à cette phrase. Effectivement, comme vous me l'avez fait observer, nous nous connaissons depuis une demi-heure à peine. Non, il s'agit de toute autre chose. Tâchez s'il vous plaît de me suivre, même si ces explications ne vous intéressent pas. Donc, je vous ai demandé de venir ici, à l'atelier, sous le prétexte de faire votre portrait, n'est-ce pas? Oui, ce n'était qu'un prétexte, c'est-à-dire un mensonge. À part le fait que depuis des années je ne peins plus, ni figure humaine, ni objets identifiables, je vous ai menti parce que je ne suis pas un peintre, ou plutôt, je ne le suis plus depuis quelque temps. Et si je ne le suis plus, c'est que je n'ai rien à peindre, je veux dire que je n'ai pas de rapport avec rien de réel. Elle répondit avec obstination. Mais ça n'a pas d'importance que vous fassiez ou non mon portrait. Je ne pus m'empêcher de rire. Je comprends, vous ne voyez aucun lien entre le fait que j'ai cessé de peindre et la chose que vous semblez prendre tant à cœur. Et pourtant, il y en a un. Veuillez écouter. J'ai dit que vous n'étiez rien pour moi, mais je le répète, vous ne devez pas attribuer à cette phrase aucune signification sentimentale. En d'autres termes, vous vous offrez à moi comme on offre un objet quelconque. Prenons un exemple. Ce verre, là, sur la table, n'a pas de beaux yeux comme les vôtres, ni cette poitrine magnifique, ni ces hanches rondes. Si j'acceptais son offre, il ne m'embrasserait, ni ne m'étreindrait. Pourtant, il s'offre, ni plus ni moins que vous. Il s'offre, dis-je, sans pudeur, sans réserve, sans malice, sans calcul, absolument comme vous. Et je dois le refuser comme je vous refuse, parce que comme vous, ce verre n'est rien pour moi. J'ai donné un verre comme exemple, mais j'aurais pu parler de n'importe quel autre objet, même non perceptible au sens. Mais pourquoi n'est-ce rien? Ceci dit, à voix basse et timide, comme s'il s'agissait plus du verre que d'elle-même. Je répondis brièvement.
Expliquer cela me conduirait un peu loin et serait d'ailleurs inutile. Disons que ce vers n'est rien pour moi, parce que je n'ai pas de rapport avec lui, d'aucun genre. Elle objecta, parlant cette fois en sa propre faveur. Mais ces rapports, on les crée, ne croyez-vous pas? Il arrive continuellement qu'on crée des rapports avec des personnes que l'on ne connaissait même pas auparavant. Je demandai. Vous voyez ce tableau sur le chevalet? Oui. C'est une toile qui n'a pas servi, je veux dire sur laquelle je n'ai rien peint. Eh bien, c'est la seule toile que je puisse signer. Regardez. Je me levai, allai au chevalet, pris un crayon et apposai ma signature dans un coin de la toile. Elle m'avait suivi du regard pendant que j'allais à mon chevalet et me suivit quand je revins auprès d'elle, mais sans mot dire. Je repris en me rasseyant. Ainsi, le seul rapport qu'il puisse y avoir entre une femme et moi n'est rien, ce rapport précisément qui a existé jusqu'ici entre vous et moi, ou plutôt qui n'a pas existé. Entendons-nous bien, je ne suis pas impuissant, mais en pratique c'est comme si je l'étais, et en tout cas, il vous faut admettre que je le suis. J'avais parlé sur un ton tranchant, pour lui faire comprendre qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais comme je la voyais rester assise, silencieuse et immobile, semblant encore attendre quelque chose, j'ajoutai un peu irrité. Si je n'éprouve rien pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre vous et moi, comment pourrais-je faire l'amour? Ce serait un acte mécanique, extérieur, tout à fait inutile, et profondément ennuyeux. Donc, je laissai ma phrase en suspens et la regardai d'une manière significative, comme pour lui dire « Donc, il ne te reste qu'à t'en aller. » Cette fois, elle parut enfin comprendre, et lentement, presque avec regret, hésitation, déplaisir, et presque, eût-on dit, avec un dernier espoir que j'allais la retenir en la prenant dans mes bras, elle fit mine de se lever du divan, en restant pour ainsi dire assise, c'est-à-dire en soulevant lentement ses hanches, mais en gardant ses jambes repliées et son buste droit. Mais je ne la pris pas dans mes bras, et finalement, elle fut debout devant moi. Elle dit avec humilité « Excusez-moi, si cependant vous aviez besoin de moi comme modèle, vous pouvez me téléphoner. Je vais vous écrire mon numéro de téléphone. » Je la vis aller à la table, et retenant d'une main la serviette contre sa poitrine, écrire quelque chose, de l'autre main sur un morceau de papier. « Je ne vous ai pas encore dit mon nom, je m'appelle Cecilia Rinaldi. Je vous l'ai écrit ici, avec ma rue et mon numéro de téléphone. » Elle se redressa et sur la pointe des pieds se dirigea vers la salle de bain, avec cette serviette qui laissait nues ses épaules et ses bras, mais lui longeait les hanches et pendait derrière elle comme une traîne. On l'eût dit en robe du soir. Elle disparut en fermant la porte derrière elle et, dans ce geste, la serviette glissa. Une seconde, je revis dans l'entrebâillement de la porte ce corps que Balestieri avait peint tant de fois et qu'on ne pouvait deviner sous ses vêtements. Chose étrange à dire, dès qu'elle eut disparu, je me remis à penser à Balestieri. Je me remémorai le fait que le vieux peintre l'avait repoussé et évité pendant des mois, avec une sorte de peur, ou de pressentiment presque animal, de ce qu'elle était destinée à être pour lui. Et je me demandais ce qui serait arrivé si, au lieu de lui céder, le jour où elle s'était présentée à la place d'Elisa, il avait continué à lui résister. Selon toute probabilité, Balestieri serait encore vivant, puisqu'il était hors de doute que la cause, non trop indirecte de sa mort, avait été son amour pour cette fille. Mais pourquoi, alors, ne l'avait-il pas repoussé, puisque dès le début il avait senti qu'il devait le faire? En d'autres termes, qu'est-ce qui avait poussé Balestieri à accepter un destin dont, semblait-il, il avait été conscient, bien que de façon obscure? Et en somme, pouvait-on se soustraire à son propre destin? Et si non, à quoi sert de savoir ce que l'on fait? Est-il possible qu'il n'y ait aucune différence entre un destin accepté en état d'inconscience et un autre vécu en consciente lucidité? Maintenant, réfléchissons au premier suicide de Balestieri, suicide causé par la décision de Cecilia de le quitter, il me semblait comprendre que le vieux peintre, en poursuivant jusqu'à la fin ses relations avec Cecilia, avait commis, en pleine lucidité, un autre suicide réussi cette fois. Ainsi, il avait en quelque sorte tenté son premier suicide parce que durant un moment il lui avait semblé que Cecilia, en l'abandonnant, ne lui permettrait pas de commettre le second.
Tout en pensant à ces choses, je m'étonnais de les penser, ou plutôt d'être poussé à les penser, non par une oiseuse curiosité, mais par un sentiment d'attrait fasciné. Comme si l'histoire de Balessieri me concernait, et que le destin du vieux peintre était lié au mien. Je me rendais compte que, si ce n'avait été ainsi, je n'aurais pas posé tant de questions à Cécilia. Peut-être aurais-je fait l'amour avec elle une fois de temps en temps, mais je ne l'aurais pas interrogée. Au contraire, je n'avais pas fait l'amour, mais je l'avais soumise à un non-interrogatoire avec une curiosité insatiable qui, en effet, était demeurée insatisfaite. Comme je lui avais dit, je l'avais interrogée surtout pour savoir pourquoi je l'interrogeais. Ça semblait une plaisanterie, mais ce n'en était pas une. J'avais ainsi appris beaucoup de choses, mais à mon insatisfaction, je croyais comprendre que ce qui m'importait le plus m'avait échappé. J'étais à un tel point plongé dans ces réflexions que je ne m'aperçus pas que Cécilia était sortie de la salle de bain, s'était rapprochée du divan. Je tressaillis à sa voix qui me disait « Alors, je vous fais mes adieux. » Je me levai avec peine, lui serrai la main en balbutiant machinalement « Au revoir ». Elle ajouta du bout des lèvres « Ne vous dérangez pas pour ma compagnie. » Et pour la dernière fois, j'eus la sensation de ses grands yeux sombres qui me contemplaient, immobiles. Je la vis prendre son paquet sur la table, se diriger vers la porte avec une lenteur qui ne paraissait pas calculée, comme si elle sentait qu'un lien fort et tenace l'attachait à moi, et qu'elle eut peine à porter ses pas dans une direction opposée. Je fus frappé surtout par l'ondoiement léger de sa jupe ample et courte, et le balancement gracieux communiqué au buste qui surmontait la jupe comme un cavalier et montait sur son cheval. Dans ces deux mouvements, celui circulaire de la jupe et celui bondissant du buste, on sentait l'appel d'une coquetterie inconsciente, et peut-être de ce fait d'autant plus puissante et irrésistible. Je la suivis du regard jusqu'à ce qu'elle ouvrit la porte et disparut. Alors j'allumai une cigarette et m'approchai de la fenêtre. La cour était déserte, baignée de cette lumière blême et basse, propre aux journées de sirocco et à l'heure crépusculaire. Je voyais en face les autres baies vitrées, dont deux seulement étaient illuminées. Les buissons d'acanthe d'un vert noir entourant les plates-bandes, le pavé d'une blancheur opaque et crayeuse. Comme d'habitude, de nombreux chats étaient épars sur ce pavé dans un ordre mystérieux qui ne paraissait pas dû au hasard. Quelques-uns accroupis, les pattes repliées sous leur corps, d'autres assis, leur queue enroulée autour de leurs pattes, d'autres encore déambulant lentement avec précaution, le nez au sol et la queue dressée. Chats tachetés de noir et blanc, chats gris, chats tout blancs ou tout noirs, chats tigrés, chats roux. Je regardais ces chats avec attention. C'était une manière comme une autre de tuer le temps. Puis, Cécilia apparut, son gros paquet sous le bras. Elle marchait lentement, la tête basse, parmi les chats qui ne se dérangeaient pas à son approche. Comme elle arrivait en dessous de ma baie vitrée, je la vis lever les yeux, mais cette fois sans sourire. Je levai la main pour ôter la cigarette de ma bouche, mais au contraire, je lui fis clairement signe de revenir sur ses pas, en lui indiquant la direction de la porte par laquelle on accédait au corridor. Des yeux, elle acquiesça, et sans modifier son pas, lent et traînant, sans se hâter, comme quelqu'un qui a oublié quelque chose mais est sûr de le retrouver sans faute, elle revint en arrière. Je tirai les rideaux de la fenêtre et allai m'asseoir sur le divan. Fin du 2e chapitre.